Le libre arbitre, la définition du libre arbitre, c'est un lien avec la liberté bien sûr, c'est la faculté, le pouvoir d'agir à sa guise, sans être influencé par l'extérieur. Une vraie autodétermination. Et les philosophes se prennent le chou avec ça depuis l'Antiquité. Donc on n'est pas les premiers à réfléchir à cette question, de loin pas. Et j'ai eu dans mes recherches d'abondantes sources pour étayer un petit peu ce que j'avais pressenti. Et je vais entrer tout de suite avec mon témoignage. Moi, ça fait des années, quand je dis des années, c'est depuis l'âge de 20 ans peut-être, que j'ai la sensation que je ne fais pas vraiment des choix. Que mes choix, ce n'est pas des vrais choix. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui sont à l'œuvre, qui sont en œuvre en moi, que c'est difficile pour moi de considérer que je fais des vrais choix. J'ai l'impression que je fais un pas après l'autre et que chaque pas que je fais est déterminé par le précédent. Il y a une sorte de processus, de continuum, qui fait que je peux bien avoir l'impression de faire des choix en tant qu'individu, mais en réalité, si je réfléchis bien à ma vie et à tout ce qui m'a influencé, à tout ce qui m'influence encore, eh bien, j'avais l'impression de ne pas être très libre, de ne pas faire grand-chose de choix. Qu'est-ce que j'ai comme véritable choix personnel? Est-ce que je suis juste poussé par une sorte d'élan, un processus cosmique, général, qui m'emporte, comme une rivière emporte un morceau de bois? Et alors évidemment, au niveau de l'ego, c'est pas très cool de penser ça. On aime bien avoir, à tout le moins, l'illusion d'un certain contrôle. Et c'est de ça qu'on va parler. Et c'est là où on va réfléchir. Alors, l'histoire du lâcher-prise, dans notre culture, j'ai pas étudié comment c'était dans des cultures anciennes, précolombiennes, ou je sais pas quoi, ou orientales, mais en tout cas dans notre culture, l'idée du libre arbitre est apparue au IVe siècle avec Saint Augustin. Saint Augustin, c'était un grand philosophe très impliqué dans l'Église et qui a amené l'histoire du libre arbitre pour expliquer, pour donner une raison au fait que c'est pas la faute à Dieu si le mal existe. Hein? En fait, on pouvait se poser des questions. On dit, bon, si Dieu est amour, si Dieu est parfait, pourquoi il a fait un monde pourri qui tourne pas rond, dans lequel il y a des gens qui font dans lequel il y a la souffrance? Pourquoi ça? Et donc, on peut se référer aussi au Jardin d'Éden, à la Genèse, le paradis terrestre, et puis l'histoire de l'arbre qu'on représente souvent par un pommier, la pomme, voilà, Adam qui crotte la pomme. Soit dit en passant, Adam croque la pomme sous l'influence d'Ève, donc il ne fait pas un vrai choix, et puis Ève est sous l'influence du serpent. Donc elle ne fait pas un vrai choix, elle non plus, de pousser Adam à manger cette pomme, cette putain de pomme. Hein? Et puis le serpent, c'est qui? Ça sort d'où ce serpent? Hein? Alors le serpent, dans toutes sortes de traditions, représente la vie, hein, représente l'énergie de vie. D'ailleurs, on le trouve, le serpent, dans le symbole des pharmacies, hein, et dans un tas de symboles, notamment dans la Kundalini, donc c'est cette énergie de vie qui part du chakra racine, du plancher pelvien, et puis qui traverse tous les chakras jusqu'à l'éveil du chakra coronal. Enfin bref, on ne va pas trop partir là-dedans, mais ça a quand même un lien. Et donc, le serpent influence Ève, qui influence Adam, qui va manger la pomme. Est-ce que c'était pas un peu téléphoné, ça, quand même? Par Dieu. Hein? Dieu qui dit à Adam et Ève, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout manger, mais surtout, touchez pas à cet arbre. Ça, si c'est pas une suggestion négative, c'est énorme, quoi. Nous qui utilisons en hypnose des suggestions indirectes, c'est une suggestion indirecte. Hein. Si tu veux pas que ton enfant pique les biscuits dans la boîte qui est réservée, eh ben il faut surtout lui dire, quand il rentre de l'école, ne prends pas un biscuit.
Et puis, qu'est-ce qu'il va penser? Il va être obsédé par le fait de prendre un biscuit. Donc c'est un peu ce qui s'est passé avec l'histoire d'Adam et Ève. Alors, on va pas réécrire toute la Genèse, mais c'est intéressant de voir que cette idée de Dieu parfait qui va créer, qui va générer une créature parfaite elle aussi, mais qui va se mettre à faire des bêtises. Alors des bêtises entre guillemets, parce que ce fameux pommier, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, croquer cette pomme, c'est entrer dans la connaissance. C'est entrer dans quelque part dans la toute-puissance, enfin pas tout à fait la toute-puissance, mais enfin dans cette connaissance qui va donner accès, sortir Adam et Ève de leur innocence, de leur inconscience, pour rentrer dans la conscience. Mais évidemment la conscience, ça se paye avec la connaissance des deux valeurs, des deux parties. Donc le bien et le mal, voilà, la dualité. Et donc, ce cher Saint Augustin, il essayait de se dépatouiller pour sauver Dieu quelque part. Pour dire, ok, sur Terre, il y a plein de trucs horribles qui se passent, mais les humains ont reçu le libre arbitre. C'est d'ailleurs cette fameuse notion du Jardin d'Éden, où Dieu donne le choix à Adam de rester éloigné de cet arbre ou d'y aller. Mais en même temps, lui donnant ce choix, quelque part, il le pousse à y aller. On va pas faire trop de théologie là-dessus, mais parce que c'est pas exactement le sujet du soir, mais j'ai quand même envie de faire une petite parenthèse sur la nature finalement de Dieu. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Voilà. Quelqu'un qui arrive, il faut que je garde un œil là-dessus. Voilà, bonjour, bonsoir à la personne qui arrive, on a déjà commencé. On est en train d'élaborer un peu ces notions sur le libre arbitre, comment ça a démarré, comment Dieu a donné le libre arbitre à Adam et Ève au départ. C'était un peu téléphoné, puisque en proposant ce libre arbitre, fatalement, il n'y avait pas tellement d'autres issues. Ils allaient finalement, tôt ou tard en tout cas, goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, tout petit résumé pour la personne qui arrive. Et donc, petite parenthèse sur quand même la nature de Dieu. Alors ça serait encore un autre discours, mais juste un peu ma vision là-dessus, c'est que on peut considérer que Dieu, effectivement, a créé l'univers, a créé l'homme, soi-disant à son image, enfin à son image, peut-être justement à cause du libre arbitre. Le libre arbitre donnant l'accès à la connaissance du bien et du mal, et c'est peut-être effectivement là, ou en tout cas une des clés de cette ressemblance avec Dieu. Mais on peut donc considérer que Dieu a fait ça il y a un certain temps, et que nous sommes le résultat de ce qu'il a créé par le passé. Mais il y a une autre approche de la question divine en sortant du temps. Parce que la notion du temps, elle est liée à la matière et à l'espace. Ça, c'est de la physique. Et donc, si on sort du temps, on va forcément sortir de la matière et de l'espace, et on est tout dans un même temps. C'est-à-dire que tout se passe au même moment. Comme il n'y a pas d'espace, ça se passe tout au même endroit. Et comme il n'y a pas de matière, ça se passe nulle part et partout en même temps. Et donc, bon, là on est dans de la métaphysique un peu pure, mais dans cette optique, ce qui est intéressant, c'est de dire peut-être que Dieu n'a pas créé les choses il y a longtemps et nous en sommes le résultat, mais Dieu est en train de créer les choses. Dieu est en train de créer les choses. Plutôt que de dire la création a duré 6 jours, puis le 7e jour il s'est reposé, il avait assez bossé, on n'est pas encore au 7e jour. Nous sommes dans la création, nous sommes peut-être dans le 6e jour, là où il crée justement l'homme.
Et c'est une vision, c'est une possibilité, de même que le mal, qu'on appelle parfois Satan ou Lucifer, soit dit en passant, Lucifer veut dire porteur de lumière. Lucifer était l'ange le plus proche de Dieu, l'ange le plus puissant. Et il a été envoyé dans l'univers par Dieu, envoyé pour faire un vis-à-vis, pour le trahir quelque part. On retrouve cette histoire avec Jésus qui demande à Judas de le trahir. Alors, on ne va pas trop partir là-dedans, dans des trucs un peu théologiques, mais c'est très intéressant parce que ça relativise un peu cette histoire de libre arbitre, donc on y revient, et à saint Augustin qui a inventé quelque part ce libre arbitre comme une astuce pour dédouaner Dieu de la création du mal. Dieu crée l'homme, crée l'univers parfait, et puis après, il donne le choix à l'homme. Et c'est l'homme qui crée le mal. Donc l'homme est responsable du péché et pas Dieu. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, hein. Vous vous rendez compte, quand on réfléchit à tout ça, que, voilà, le libre arbitre, qu'est-ce que c'est vraiment? Alors, il y a une notion, donc, de liberté qui est annoncée par saint Augustin, qui rejette la responsabilité du mal sur l'être humain. Et puis, il y a d'autres penseurs, alors plus tardifs, hein, parce que ça collait bien avec la religion, avec toute la religion du Moyen-Âge, etc. C'est-à-dire, l'homme a le choix, il fait les mauvais choix, il est pécheur, et il est sauvé par Jésus, qui est mort pour lui. Voilà. Qui est mort à sa place, en fait. Donc, il y a juste à prier et à demander la rédemption, et puis tout va bien, quoi. Donc il y a ce côté-là. Mais si on prie pas assez, si on se tient pas comme il faut, si on ne demande pas la rédemption comme il le faut, si on paye pas la dîme à l'église, etc., on risque d'aller en enfer. Et on a tenu la société, on a tenu le monde très longtemps comme ça. Jusqu'au 15e, 16e siècle, je ne suis pas historien, hein, mais en tout cas, il y a un personnage important qui a remis en cause ça, c'est Spinoza, au XVIIe siècle. Spinoza qui a vraiment remis en cause le libre arbitre. Alors c'est la même époque que Descartes qui était pour la liberté, pour le libre arbitre, qui était vraiment très chrétien d'ailleurs, très catho, si je ne me trompe pas, en tout cas qui était vraiment du côté de l'Église, et qui a prôné ce libre arbitre. L'homme est libre, l'homme naît libre, meurt libre, vit libre, etc. Donc il a nié toutes les influences extérieures en disant non, l'homme est libre. Et ça faisait le beau jeu de l'Église. Parce que l'Église, le pouvoir en place, hein, les rois qui étaient accoquinés au pape, maintenaient leur pouvoir sur les populations. Ça vous rappelle peut-être quelque chose par rapport à ce qui se passe maintenant, avec des croyances qui faisaient peur aux gens. La peur de l'enfer, en réalité. Et donc, Spinoza arrive avec une idée différente en disant non, il y a les choses sont influencées, les choix, les soi-disant choix que l'homme fait sont influencés par son environnement. Et c'est ce qu'on appelle le déterminisme. C'est-à-dire que la personne, nous sommes, selon cette théorie, nous sommes déterminés par notre vie et par ce qui nous constitue, par nos expériences, par nos rencontres, par nos parents, notre éducation, par nos amours, par notre environnement, par les événements qui arrivent sur notre chemin. Nous sommes déterminés et ça oriente nos choix. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? La question reste entière. Mais dans le déterminisme, on dit non, ça ne pouvait pas se passer autrement. C'est un petit peu comme quand on lance une pièce de monnaie pour tir à pile ou face, on lance la pièce de monnaie, tant qu'elle n'est pas retombée, on ne sait pas si c'est pile ou face. Mais en réalité, ça peut que être un des deux. Parce que la pièce a été lancée. Donc la pièce, elle tourne dans l'air, dans l'espace, et puis elle
elle s'apprête à tomber d'un côté, mais ce côté a déjà été défini par la lourdeur de la pièce, la force, la pression de l'envoi, etc. Et donc, à partir du moment où quelque chose est lancé, le résultat est inéluctable. Mais par contre, on ne le sait pas. Et Spinoza amène cette idée que on a l'impression de faire des choix parce qu'on est dans l'ignorance de ce qui nous influence. On ne sait pas ce qui nous influence, on n'en a pas conscience. Et c'est ça qui nous donne cette impression de faire des choix. Vous verrez qu'au fil il y aura des rebondissements un petit peu. Donc j'amène un petit peu ce que j'ai trouvé en construction de tous ces philosophes qui ont travaillé là-dessus. Spinoza amène quand même une idée. Parce que là, quand il explique ça, il explique ça dans un livre qui s'appelle L'éthique ou Traité de l'éthique ou je sais pas quoi. Alors, ça fait un peu monter le sourcil parce que s'il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'éthique du coup. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de responsabilité. On n'y peut rien. Si j'ai tué mon voisin, si j'ai flingué mon voisin ou frappé ma femme ou mes enfants, c'est juste parce que les choses m'ont poussé à le faire. J'avais pas le choix de le faire. Et c'est là où Spinoza amène quelque chose d'intéressant. Il amène la notion de raison. C'est-à-dire que il relie, si on veut, l'aspect physique, matériel, l'aspect physique au sens de la pièce qui tourne et puis qu'on peut rien faire. Il amène ça, mais que nous ne sommes pas des pièces de monnaie, nous sommes des organismes physiques, des organismes biologiques, donc comme une pièce de monnaie quelque part, en termes de corps. Par contre, nous avons un esprit. C'est-à-dire, nous avons une conscience qui peut, à contrario de la pièce de monnaie, qui peut prendre conscience de ce qui l'influence. Alors oui, nous sommes influencés, mais nous avons une conscience qui nous permet de percevoir ces influences. Et du coup, ça relativise. Nous sommes influencés, mais ça nous donne une responsabilité. C'est-à-dire que si on développe la raison, eh bien on va pouvoir se dégager de la pulsion. La raison, c'est la conscience sur les choses qui va nous donner du recul par rapport à une pulsion. Et c'est là où on va pouvoir retrouver, en tout cas dans une certaine mesure, la liberté, un libre arbitre et du coup une responsabilité. Il y a un philosophe du XVIIIe siècle qui s'appelle Kant, qui a été le premier à relier les deux idées. Alors, Spinoza l'avait fait, un peu comme je viens de l'expliquer de manière très, très humble, parce que je ne suis pas philosophe, et puis j'ai lu plein de trucs ces derniers temps, et je trouve ça passionnant. Et je vous fais un petit résumé. Mais Spinoza était très subtil. D'abord, il ne voulait pas finir sur un bûcher, donc il a fait éditer son livre après sa mort. Il a failli être, il a subi comment on appelle ça, un attentat. On en voulait à sa mort pour ses idées. Donc il était un peu discret quand même dans sa manière de faire les choses. Je vais juste couper le micro à cette personne, voilà, parce que j'ai des retours de son. Voilà. Excusez-moi la personne à qui je coupe le micro, mais c'est juste pour la technique. Vous pourrez toujours le réactiver après. Et donc il est resté subtil avec sa réflexion, mais ça donnait quand même une première ligne de influence plus la raison qui crée une possibilité de développement d'une certaine sagesse et donc d'un certain choix, en tout cas de la conscience de ce qui nous influence. Kant va plus loin en disant donc c'est un siècle plus tard à peu près, Kant il dit il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait qu'on est influencé et le fait qu'on a un libre arbitre. Ça peut être des compléments, des complémentaires.
oui, on est influencé, mais oui, on a aussi le choix. Sachant que la liberté, c'est une sensation. Le déterminisme, donc toutes ces choses qui nous influencent, sont des influences extérieures, sont des choses matérielles, on pourrait dire, l'influence de la physique newtonienne, hein, de la physique classique, qui influence notre corps, qu'on vieillit, qu'on va mourir, enfin voilà, toutes ces choses qu'on admet. Hein. Mais on a aussi un esprit qui nous fait, comme le disait Spinoza, mais que dit un peu différemment Kant, qui nous fait ressentir qu'on est libre. Notre esprit se sent libre. Alors jusqu'ici, il n'y a pas tellement d'ésotérisme, hein, parce que tous ces philosophes partaient de l'idée que le corps et l'esprit soit faisaient deux choses différentes, soit chez Spinoza étaient reliés, interreliés, mais il n'y a pas la notion, par exemple, de réincarnation d'une âme qui se réincarne dans plusieurs vies, dans plusieurs corps. Hein. Ça, il n'y a pas cette approche chez ces personnes-là. Alors, dans d'autres cultures, sans doute, bien sûr, mais ce n'était pas mon étude. Alors, il y a, pour terminer de poser le décor, il y a trois personnages importants qui ont vraiment marqué le déterminisme. Hein. C'est Nietzsche, qui a vraiment dit « Nous sommes des organismes biologiques, donc nous sommes soumis aux effets des causes qui nous influencent. Hein. » Et il a même dit un truc du genre « Le libre arbitre a été inventé pour pouvoir juger et condamner les gens de ce qu'ils font. Hein. » Donc c'est assez fort, hein, comme pensée. Après il y a Marx qui est arrivé avec Karl Marx avec son idée de société, et lui il a vraiment mis l'accent sur le fait que nous sommes déterminés par notre société. C'est le groupe, l'environnement, l'éducation, la culture qui nous oriente, et on n'a pas d'autre choix que de suivre, un petit peu comme une fourmi, n'a pas d'autre choix que de suivre les autres jusqu'à la fourmilière. Et puis après, ben, le dernier, enfin ils étaient un peu dans la même période si je ne me trompe pas, le dernier c'est Freud, qui a mis un grand coup en faveur du déterminisme en disant de toute façon on n'a aucun choix, on est piloté par notre inconscient. Et donc on fait aucun choix conscient. C'était aussi assez fort. Hein. À partir de là, Freud, il a beaucoup marqué. Hein. Il a marqué le monde médical, il a marqué... bon, il y en a eu d'autres après lui, il y a eu Jung et d'autres qui ont relativisé les choses. Mais sa pensée, elle a vraiment été très très marquante, à tel point qu'aujourd'hui, quand un meurtrier est jugé, je sais pas, psychopathe ou schizophrène, eh ben, on va pas l'enfermer en prison, sa peine, ça va être de faire un traitement psychiatrique. Le traitement psychiatrique, c'est-à-dire la tentative de guérison de son dysfonctionnement inconscient, va être la peine infligée à cette personne, parce qu'on considère justement qu'elle n'avait pas le libre arbitre. Donc c'est intéressant de voir que oui, le libre arbitre, la liberté, on la sent, on la ressent, on essaie au mieux de l'appliquer. Effectivement, on est sous influence d'un tas de circonstances et du cours de notre vie qui s'est déroulé de telle ou telle manière, mais qu'en même temps, il y a des cas un peu extrêmes où on va admettre que la personne, elle ne fonctionne pas normalement, son inconscient est dérangé, et donc elle n'a pas son libre arbitre. Il y a une chose intéressante, par exemple, à observer au niveau des lois, c'est que si vous tuez votre voisin pour lui piquer je sais pas, sa fortune, eh bien ça va être un crime grave, surtout s'il est prémédité. Maintenant, si vous tuez votre voisin parce qu'il a couché avec votre femme, eh bien ça va être beaucoup moins grave. C'est ce qu'on appelle un crime passionnel. Et donc, c'est intéressant de voir qu'on est face à deux choses qu'on ne comprend pas. L'inconscient d'une part, avec la notion de libre arbitre qui est quand même très
comment dire ça, relative. Et puis, d'autre part, un autre truc qu'on ne comprend pas, c'est l'amour. Enfin, l'amour-passion, la passion amoureuse. Hein. Parce que l'amour, c'est un mot valise, on peut mettre beaucoup de choses. Je parle d'amour amoureux, là, d'amour passionnel. Et ça, c'est un truc qui est une circonstance atténuante dans nos lois. Ça peut faire, comme on dit, péter les plombs à quelqu'un et lui faire perdre son libre arbitre, perdre sa conscience ou sa raison, comme le disait Spinoza, et être soumis à nouveau à sa pulsion, comme le disait Nietzsche, qu'on est emporté par ses pulsions et qu'on ne peut rien faire. Voilà. Voilà pour poser le décor. Maintenant, j'ai envie pour continuer, s'il y a des questions ou des réactions, vous n'hésitez pas, vous remettez votre micro si vous êtes en ligne, ou tu interviens. Je voulais aborder la question de la responsabilité, parce que ça c'est fondamental. Je dis, mais si on n'est pas libre, on n'est pas responsable alors. Si je suis un crétin, ben c'est pas ma faute. Hein. Et puis du coup, ça nous encourage pas à évoluer, à avancer, à s'améliorer. Et donc, le libre arbitre, la responsabilité de qui on est, va nous encourager quand même, en tout cas c'est mon sentiment, nous encourager à avancer. Mais la responsabilité, elle doit être vraiment reliée à cette notion de libre arbitre et cette notion de conscience. S'il n'y a pas la notion de conscience, la responsabilité va que nous faire culpabiliser. Tandis que si j'ai conscience que je peux activer ma raison pour tenir compte de ce qui m'influence, c'est-à-dire orienter ce qui m'influence, eh bien, je reprends un petit peu de contrôle sur ma vie et je peux m'améliorer. Et c'est là où on s'approche de la thérapie. C'est là où on peut commencer à parler d'hypnose ou de thérapie brève, ou peu importe les thérapies, mais disons que moi j'aime bien ces thérapies qui vont directement avec l'inconscient, parce qu'elles vont directement influencer notre influence. J'ai été influencé pour être un crétin. Bon, ça tout le monde le sait. Et puis c'est pas vrai, mais bon, c'est pour rire. Et puis on est tous crétins à un certain niveau, mais c'est-à-dire on est tous limités par ce qui nous a influencés. Hein? Influencé par mon papa, par mes expériences, par ma vie, quoi, simplement. Et parce que j'ai été capable de comprendre. Mais il y a plein de trucs qui m'ont échappé. Soit que j'ai pas vu, soit que j'ai pas eu l'intelligence de capter. J'étais pas mûr, comme on dit. Hein. On va pas reprocher à un enfant de ne pas encore être un adulte. On doit faire des étapes. Et même en tant qu'adulte, on apprend tout au long de la vie. Donc il ne s'agit pas de culpabiliser. Mais tout ça pour dire que j'ai été influencé, et comment est-ce que je peux faire pour influencer cette influence, c'est-à-dire orienter cette influence. Et c'est là où la thérapie entre en jeu. Mais je reviendrai là-dessus juste après. On a parlé d'instinct, de désir, c'était la raison, bon, Spinoza en a parlé bien sûr, mais il parle de la raison qui vient neutraliser l'instinct. L'instinct qui vient neutraliser ce qu'il appelle les affects, c'est-à-dire les émotions. Hein. Être soumis à ces émotions, comme on peut tuer son voisin sous l'effet de la colère, par exemple, après je sais pas, après la découverte d'une trahison ou d'une liaison, comme je le disais tout à l'heure, la raison va intervenir. Hein. Donc on va avoir, par rapport, bon ça c'est une situation forte, mais on peut la décliner de toutes sortes de manières, par rapport à un choix qu'on doit faire, ou à une réaction qu'on va avoir, est-ce que cette réaction va être mise en œuvre par la pulsion, c'est-à-dire l'émotion, la colère en l'occurrence, ou est-ce que la raison va être suffisamment présente pour relativiser cette émotion et retrouver raison quelque part, reprendre le contrôle de ce qu'on a vraiment envie de faire. Est-ce que je veux vraiment tuer mon voisin? Est-ce que je veux pas tuer ma femme plutôt? Enfin, on a une multitude de choix,
Et la raison vient, si on veut, c'est une évaluation morale des choses. C'est basé sur nos valeurs. Mais nos valeurs aussi, elles ont été conditionnées par notre passé. Après, on va faire un peu un choix dans ce qui nous a conditionnés. C'est-à-dire que j'ai reçu des valeurs quand j'étais enfant, dont je me suis délesté quand j'avais 20 ans ou quand j'avais 30 ans. Parce que mon chemin a continué et j'ai trouvé des valeurs plus solides ou plus adaptées à mon esprit ou à ma sensation, ma sensibilité, plus adaptées à mon sentiment de liberté. Donc la liberté, elle reste, mais comme un truc ressenti, pas comme un truc mesurable. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ce libre arbitre, c'est une affaire personnelle. C'est un truc qui vient du fond de soi. On va donc évaluer en fonction de plusieurs possibilités, des variables possibles, en fonction des situations, et à partir de ses propres valeurs, et évidemment de ce qui nous a construit, on va choisir ce qui nous paraît le mieux, ou dans les cas extrêmes, ce qui nous paraît le moins pire. Donc il y a cette notion de choix qui est basée sur la conscience. J'aime bien cette notion de conscience. C'est pas forcément la conscience avec un grand C, mais la conscience de ce qui nous constitue, une meilleure connaissance de soi. Hein? Je sais plus qui disait « connais-toi toi-même », c'est ça m'échappe. C'est un oriental, mais je suis plus sûr, je ne veux pas dire une bêtise. Et donc, c'est le fondement de se connaître soi-même pour trouver la paix, l'équilibre, pour trouver le bonheur en fait, pour trouver l'épanouissement, commencer par se connaître soi-même. Et c'est de ça dont on est en train de parler. Porter sa conscience, sa raison, sur ce qui m'a construit, sur ce qui nous a construit, et de cette manière pouvoir relativiser ce qui nous influence. Alors évidemment, il y a des choses qui nous obligent aussi, on a des obligations, on n'a pas que des libertés, les lois nous obligent à faire des choses. Hein? On ne peut pas tuer son voisin, on n'a pas le droit de faire ça. Si on le fait, si on prend cette liberté, eh bien il y a des conséquences graves, importantes. Donc il y a des lois qui régissent qui régissent la vie communautaire, la vie en société, et ces lois viennent cadrer en fait notre liberté. Cadrer notre liberté. Il y a j'ai entendu dire, je ne sais plus d'où ça sort, mais je crois que c'est une parole relativement connue, ma liberté s'arrête où celle de l'autre commence. C'est-à-dire, j'ai un espace de liberté, j'ai mon espace dans lequel je fais ce que je veux. Chez moi, je fais ce que je veux, mais je ne vais pas faire ça chez l'autre. Hein? Et donc, on a des espaces de liberté qui sont un peu cloisonnés. Alors, il y a des ponts, hein. On peut mélanger des libertés avec des amis, avec des proches, et même avec des voisins, quand tu nous invites à boire un coup. On peut avoir des échanges d'espaces de liberté, mais les espaces sont assez bien cloisonnés, assez personnels. On a une liberté de penser, il y a des chansons là-dessus, hein, la liberté de penser, qui reste toute relative en fonction de ce qu'on vient de dire, puisque je pense ce à quoi j'ai été conditionné à penser, mais tout de même, c'est mon espace. Et donc l'idée, comme on fait un pas après l'autre, et puis que chaque pas détermine le suivant, et a été déterminé par le précédent, comment est-ce que je fais pour diriger mes pas? Comment est-ce que je fais pour mettre de la liberté là-dedans? Parce que finalement, c'est un peu comme si on poussait comme des arbres. Un arbre, il n'a pas le choix. Il a pris racine à cet endroit, il ne peut pas bouger, il est là. Il fait partie de telle essence, c'est un pommier, c'est un poirier, c'est un sapin. Il a un environnement, peut-être qu'il est seul au milieu d'un pré, puis il va pouvoir s'épanouir. Peut-être qu'il est tout coincé dans une forêt, puis il doit se battre et jouer des coudes, enfin jouer des branches pour faire sa place. Mais il n'a pas le choix, il est conditionné. Ça, c'est le propre du conditionnement.
Nous, on a un peu plus de choix qu'un arbre, puisqu'on a la mobilité et surtout on a la conscience de ce qui nous conditionne. Maintenant, en disant ça, rien ne prouve que les arbres n'aient pas une conscience. Certaines personnes pensent que les arbres ont une conscience, que les forêts sont une famille d'arbres, qu'il y a un réseau de racines qui leur permet de communiquer entre elles. Je ne veux pas avancer plus, j'ai vu des trucs très très intéressants, très vraiment étonnants à ce sujet, mais ça mériterait une étude plus approfondie. Tout ça pour dire que il y a à la fois en nous quelque chose qui pousse comme un arbre, sans beaucoup de choix, puis en même temps, c'est comme si cet arbre, il pouvait ressentir quelque chose de particulier. Quelque chose de l'ordre de la liberté d'être un arbre. Alors, être un arbre, mais il ne peut pas être autre chose. Mais moi qui suis un humain, je ne peux pas être un arbre. Donc, je ne peux que être un humain, avec cette expérience humaine qui m'amène à vivre ces expériences spécifiques de la condition humaine. Et donc, j'ai envie de faire une toute petite pause théorique, parce que je parle beaucoup. Bon, moi, je trouve ça assez passionnant, j'espère que je ne vous perds pas, hein. Mais justement, j'ai envie de vous faire une petite expérience hypnotique, pour aller voir un peu ce que c'est que d'être un arbre. Et si vous êtes d'accord, je vous invite, alors je ne vous vois pas en ligne, mais ce n'est pas grave. Si vous voulez mettre votre caméra, vous le faites, sinon ça n'a pas d'importance. Je pars du principe que vous êtes à l'écoute. Et donc, je vais vous inviter, on va faire une expérience assez courte de quelques minutes. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, de laisser vos yeux se fermer et votre corps se relâcher, se détendre. Et il n'y a pas besoin de plonger dans l'état d'hypnose très profondément en un instant, comme ça en un claquement de doigts, mais juste ressentir comment votre corps s'y prend pour vous offrir cet espace, un espace de connexion à vous-même, dans lequel vous pouvez être complètement en lien avec vos pieds. Vos pieds qui touchent le sol, et si ce n'est pas le cas, vous pouvez imaginer simplement qu'ils touchent le sol, et que vos pieds sont solidement accrochés au sol. Imaginez même que sous vos pieds, il y a des racines qui commencent à plonger dans l'épaisseur du sol et jusque dans les profondeurs, des racines qui créent un réseau, multiples racines et radicules qui vont solidifier votre ancrage au sol. Et au fur et à mesure que ces racines se développent, se déploient dans la terre, cette terre nourricière qui vous tient, qui vous soutient, qui vous porte, qui vous sécurise, qui vous nourrit, au fur et à mesure que ces racines se déploient, et vous pouvez les ressentir sous vos pieds et les imaginer se déployer, au fur et à mesure, vous sentez comme votre corps qui se solidifie, qui se verticalise, qui devient fort, solide, puissant. Vous pourriez même imaginer que vous avez comme une jolie écorce qui vous convient, qui vient vous protéger tout autour de vous, et vos bras, vos cheveux qui se déploient dans l'espace, comme si vous aviez des feuilles qui poussent au bout des branches. Un feuillage, un branchage qui vous permet de capter la chaleur du jour et le soleil, de transformer cette lumière en sève pour vous déployer avec toujours plus de puissance, de bonheur ou de grâce. Et la nuit, lorsque le soleil s'en va et fait place aux étoiles, vous captez l'énergie cosmique sous le firmament. Et vos racines restent profondément ancrées, vous tiennent solidement. Vous êtes là. Et vous ressentez la vie traverser chaque partie de vous, chaque parcelle de votre être, de bas en haut et de haut en bas, comme si vous étiez le lien, la jonction
entre le ciel et la terre, entre les parties les plus élevées de l'être et les plus profondes, comme si vous étiez l'anneau qui relie ou l'agrafe qui relie fortement le ciel et la terre, qui tient le ciel contre la terre ou qui tient la terre dans le ciel. Peut-être est-ce là la fonction des arbres. On dit que le volume des racines est aussi important que le volume des branches. Imaginez ce qu'il y a sous vos pieds, comme ce qu'il y a tout autour de vous, au-dessus de vous. Et ressentez cette vie de l'univers tout entier, du cosmos, qui plonge en vous pour aller au cœur de la terre, et l'énergie de la terre qui vous traverse pour rejoindre l'espace et l'univers. Ressentez à travers le corps, à travers les branches, le tronc, derrière l'enveloppe, l'essence qui vous constitue. Que ressentez-vous et qu'attendez-vous de votre vie? Pendant que votre subconscient intègre cela profondément, et il va continuer à l'intégrer dans les minutes et même les heures qui viennent, vous allez pouvoir, à votre rythme, chacune et chacun d'entre vous, prendre quelques profondes respirations et revenir ici et maintenant avec une envie de vous étirer pour retrouver votre corps d'être humain. Voilà. Et vous prenez le temps de réintégrer votre corps ici présent. Vous vous reconnectez au son de ma voix et ce son de voix vous ramène maintenant. Les personnes qui sont en ligne, je n'ai ni le son ni l'image, donc je vous laisse revenir à votre rythme au fur et à mesure que je vais reprendre le cours de cette présentation. Si quelqu'un a envie de partager quelque chose, vous pouvez réactiver le son si vous êtes en ligne, ou Suzanne si tu as envie de partager quelque chose. C'est pas obligatoire. Personnellement, j'aime assez ces explorations évidemment imaginaires, mais qui nous permettent de capter des choses auxquelles on n'a pas accès d'habitude, avec notre raison, avec notre conscient, et qui nous permet de ressentir des choses. Vous vous rappelez sans doute quand vous étiez enfant, petit garçon ou petite fille, que vous aviez des sortes d'intuitions, vous pouviez être vraiment dans vos jeux, vous pouviez être un arbre, pas de problème. Et c'était réel, d'accord? Et cette expérience, et elle a marché parfaitement pour vous, là où vous en êtes aujourd'hui, avec ce que vous avez besoin d'en tirer, cette expérience vous relie à quelque chose comme ça. Et peut-être que ça peut revenir dans un rêve, cette nuit ou la nuit suivante, cette sensation d'être vivant comme un arbre, d'être puissant comme un arbre, d'être fort, d'être indestructible, d'être profondément ancré, d'être dans la sécurité et en même temps dans l'ouverture. J'aime bien ces explorations. Ok, pour poursuivre, eh bien on en a déjà un petit peu parlé, j'aimerais revenir un peu plus en détail sur la notion de conscience. Qu'est-ce que la conscience? Alors, il y a
la conscience, c'est... Bon, je vais vous donner ma vision un peu personnelle. La conscience, c'est d'avoir la perception, d'avoir la faculté, l'aptitude de distinguer le vrai du faux. Et ça n'a rien à voir avec le fait de distinguer le bien du mal. Parce que ça, c'est pas de la conscience, c'est des considérations. C'est basé justement sur les conditionnements. De faire bien, d'être gentil ou d'être méchant, d'être un gentil garçon. Il y a beaucoup de croyances, les croyances religieuses, les croyances morales, les croyances de société, les croyances familiales. On dit dans la famille, on est tous des bons vivants, par exemple. Dans la famille, on aime bien boire un coup. Dans la famille, ah non, on est tous végétariens. Enfin bref, peu importe ce qu'on fait. Mais il y a ce processus de conditionnement qui nous amène à avoir des considérations, des croyances qui font qu'on va porter un jugement sur ce qui est bien ou mal, sur ce qui est juste ou faux, sur ce qui est laid ou beau. Là, quand on dit les goûts et les couleurs, ça ne discute pas. Effectivement, c'est un des espaces de liberté qu'on a. Et pourtant, il est souvent mis à mal. On est souvent jugé par les autres. Me regarde comme regarde sa coiffure, regarde ses vêtements, regarde comment c'est chez lui, c'est moche, regarde les meubles qu'il a. Mais moi aussi, je suis comme ça. Moi, quand je vais chez Conforama, je dis, c'est pas possible que les gens se meublent avec des trucs pareils. Alors, il n'y a pas tout qui est moche chez Conforama. Mais il y a beaucoup de trucs qui sont pas du tout à mon goût. Et donc, comme c'est pas à mon goût, dans mes considérations, dans mes croyances, ça fait partie des choses laides et ça fait partie des choses à éviter. Et je ne comprends pas que d'autres gens trouvent ça beau. Alors évidemment, la raison intervient, la fameuse raison de Spinoza, ou la conscience, qui fait que j'ai conscience que je suis programmé à trouver ça moche et que l'autre personne est programmée à trouver ça beau. Y a des gens qui... Si on avait tous les mêmes goûts, il n'y aurait pratiquement pas de commerce possible. On va tous sur des marchés, dans des vacances ou comme ça, acheter des babioles, des souvenirs qui sont pas forcément beaux, mais qui nous font plaisir parce que ça nous fait penser. C'est fait avec un coquillage sur la plage, je sais pas quoi. Il y a des trucs. Puis il y a des gens qui trouvent ça beau. Puis il y a des gens qui trouvent que c'est d'un mauvais goût, terrible. Peu importe. Donc on a nos conditionnements. De même avec la musique, par exemple. Si vous êtes né en Espagne, vous allez aimer telle et telle musique. Si vous êtes né en Suisse allemande, vous n'aimerez pas les mêmes musiques. Ou en France, ou aux États-Unis, peu importe. Et donc, on a ces conditionnements qui nous amènent à avoir des considérations sur ce qui est beau et laid. Et ça, c'est facile à comprendre. Mais aussi sur ce qui est bien et mal. Est-ce que c'est juste ou pas? Sur l'intégrité, par exemple. Est-ce qu'il faut dire ce qu'on pense ou pas? La conscience va nous répondre. Est-ce que ça apporte quelque chose de dire ce que je pense? Ou est-ce que c'est juste là pour flatter mon ego? Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est la conscience qui vient. Par contre, la considération, c'est de dire « Oh, il faut toujours dire ce qu'on pense. » Ou alors, non, faut surtout pas trop dire ce qu'on pense. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Toutes ces considérations sont des issues de conditionnement. Et c'est important qu'on en parle dans le cadre de ce libre arbitre pour prendre plus conscience de ça, de tout ce qui vient nous influencer, puisque la conscience, c'est justement de porter un regard lucide sur ce qui nous a conditionnés, ce qui nous conditionne encore, pour pouvoir retrouver de la liberté. Du libre arbitre. Alors il y a quand même encore un point important que j'ai abordé un tout petit peu juste avant, c'est la notion que la liberté c'est quelque chose de senti. C'est comme l'amour. L'amour, on peut pas le mesurer, mais personne va nous dire que l'amour n'existe pas. Alors pourquoi on nous dirait que la liberté n'existe pas ? Juste parce qu'on ne peut pas la mesurer. C'est un truc qu'on ressent. L'amour, on le ressent. La liberté, on le ressent.
Quand on est amoureux, quand on aime, je dis amoureux, ça peut être couple, ou quand on aime ses enfants, quand on aime ses amis, etc., l'amour va nous amener à faire des choix spécifiques qu'on ne ferait pas si on n'aimait pas. Ça va nous amener à poser des actes qui sont spécifiques à l'amour. Et la liberté, c'est pareil. La liberté nous amène à faire des choix, nous amène à poser des actes que nous ne ferions pas si nous n'avions pas cette sensation de liberté. Oui, c'est une sensation, cette évidence de liberté. Et donc, je vois juste un truc qui m'étonne. Non, c'est bon. Et donc, j'ai perdu le fil, qu'est-ce que je disais? Donc, cette sensation crée la réalité. Alors, les philosophes, ils se sont pris le chou pour démontrer qu'on est libre ou qu'on n'est pas libre. Suivant avec qui vous discutez, puis que vous dites « je suis libre », il vous prend d'eau. Si vous discutez avec un philosophe déterministe, il va vous prendre d'eau, il va dire « non, mais t'as rien compris. De toute façon, tu fais aucun choix, je fais aucun choix, etc. » Il y a des gens qui vont se positionner comme ça. Et moi, j'avais tendance à être comme ça à un moment donné. Parce que je souffrais tellement de cette prise de conscience, d'être tellement conditionné, que j'avais l'impression de ne plus avoir de choix. Donc j'étais devenu un peu amer avec cette histoire. Et suivant avec qui vous discutez, vous pouvez vous confronter à ça. Hein? Néanmoins, quand je connais une personne, quand elle va manger dans une pizzeria, prend toujours une pizza 4 saisons. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, donc on peut dire qu'elle ne fait pas de choix, puisqu'elle est conditionnée à prendre une 4 saisons. Elle adore tellement la 4 saisons qu'elle ne prend jamais autre chose. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que cette personne, je suis allé plein de fois manger avec cette personne-là, elle regarde la carte. Elle regarde la carte attentivement. Elle regarde toutes les pizzas qui sont proposées dans ce restaurant. Et puis en changeant de pizzeria, il y a des variantes. Mais il y a toujours une 4 saisons. Et elle prend toujours une 4 saisons. Et des fois, elle hésite. Hein. Elle dit, ah, est-ce que je prends... Oh, puis non, allez, une 4 saisons, comme d'habitude. Donc il y a... Est-ce que c'est un choix ou pas un choix? Ce qui est intéressant, c'est de voir que en prenant une 4 saisons, elle est heureuse. Elle est heureuse. Ça lui fait du bien, ça lui donne un plus. Et donc pour moi, ça c'est la raison, c'est le sens de la liberté. C'est comme le sens de l'amour. Ces choses qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ressent à l'intérieur de soi, et qui donnent un plus. Maintenant, si aimer vous rend malheureux, alors c'est un conditionnement. Si manger une 4 saisons vous rend vous rend tendu, parce que vous avez l'impression de ne pas avoir de choix, puis après vous regrettez, vous êtes à la moitié de votre pizza, vous dites « Ah, j'aurais quand même dû prendre autre chose, etc. » Puis vous doutez, puis que vous n'êtes pas bien, alors c'est pas un choix. Mais si la personne, c'est comme la personne à laquelle je fais référence, chaque fois ouvre la carte, lit toutes les pizzas, et finalement demande une 4, allez, une 4 saisons, c'est trop bon, et puis se fait plaisir, c'est une liberté. Personne l'a forcé à prendre une 4 saisons. Hein? Moi j'ai pris, là on est dans le culinaire, moi pendant des années je prenais une pizza vongole, mais partout où j'allais. Mais bien sûr qu'il y a du conditionnement derrière, mais il y a quoi? Il y a que j'aime le goût, c'est ma préférence. Hein? Alors on n'est pas, évidemment qu'on peut toujours considérer ces conditionnements qui nous ont amenés à ça. Peut-être que j'ai beaucoup mangé de pizza parce que j'ai manqué de moyens, et puis plutôt que de me plaindre, j'allais manger une pizza parce que je ne pouvais pas aller manger un steak, parce que je n'avais pas les moyens de manger autre chose. Mais peu importe, bien sûr qu'il y a du conditionnement. Mais dans ce conditionnement, je trouve un espace de liberté qui me rend heureux. Et je reste conscient de ce conditionnement. Après cela, il y a une notion importante, et on va plus ou moins terminer là-dessus. Après, on fera encore un peu d'exercice, mais disons, je vais terminer mon blabla. Une notion importante sur l'âme
On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Est-ce que nous sommes juste un organisme avec un cerveau, certes très complexe, mais qui n'est que de la matière, avec des connexions électrochimiques? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus, au-delà? Et tout à l'heure, on parlait du serpent, de la kundalini et des chakras. Les chakras qui traversent le corps, les centres d'énergie, qui nous permettent de ressentir des choses, hein, qui nous permettent de capter des choses, d'utiliser l'énergie, d'utiliser les soins énergétiques, le magnétisme, etc. Pour prendre cet exemple, mais plein d'autres choses, l'intuition. Et puis, on a les corps subtils. Le corps éthérique, causal, je ne sais plus dans quel ordre, tous les corps qu'il y a, je ne les ai pas par cœur, mais enfin, tous ces corps subtils qui nous permettent, au-delà du corps physique, hein, le corps astral et toutes ces choses, de percevoir d'autres espaces, d'autres sensations, et de nous mettre en lien les uns avec les autres, quand on est face à quelqu'un, et même à distance d'ailleurs, de nous mettre en lien énergétique avec une autre personne, et grâce à cela, de sentir ou d'avoir cette évidente sensation que nous sommes plus qu'un corps et un esprit, mais qu'il y a quelque chose au-dessus, ce qu'on appelle l'âme. On pourrait l'appeler autrement. L'âme, ça vient de anima, donc c'est ce qui anime. Hein. Quand l'âme s'en va, le corps meurt. Voilà. Il n'est plus animé. Donc, la mort, c'est la sortie de l'âme, de ce qui anime. Et donc, cette âme, dans beaucoup de cultures, elle prend plusieurs corps, elle se réincarne, elle passe de vie en vie. Alors après, il y a tout un tas de théories sur le karma, oui, non, enfin bref. Ça, c'est autre chose. Il y a beaucoup de croyances là autour, elles sont diverses et variées, et donc, elles font partie de ces conditionnements, de ces considérations. On ne peut rien prouver. Par contre, on peut ressentir, c'est-à-dire porter une conscience lucide, notre lucidité, pour prendre conscience des conditionnements et se donner d'autres possibilités. Et si c'était autrement, qu'est-ce que ça me ferait? Et si j'étais un arbre, qu'est-ce que ça me ferait? C'était l'expérience de tout à l'heure. Hein? Et donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça ouvre des possibles à la conscience. Ça élargit la conscience. Et c'est là où ça devient intéressant de reparler ou de reconnecter avec la thérapie, notamment avec l'hypnose, parce que ça c'est mon truc. Et donc avec l'hypnose, on va se connecter, c'est un travail, une méthode de connexion psycho-énergétique, on va dire, puisque on va passer par le subconscient pour aller créer un monde imaginaire, mais qu'on va ressentir de manière énergétique à travers le corps. Donc c'est à la fois corporel et psychique, psycho-corporel on pourrait dire, c'est-à-dire énergétique. Et donc, cette approche de l'hypnose, en tout cas c'est comme ça que je travaille maintenant, il n'y a peut-être pas tous les hypnothérapeutes qui travaillent de cette manière-là, il y en a qui sont un petit peu plus, on va dire, cadrés dans des protocoles, etc. Mais dès le moment qu'on a ouvert un peu son champ des possibles, on peut vraiment utiliser l'hypnose et les modes, les espaces d'exploration, comme on l'a fait tout à l'heure, de manière à se connecter plus vaste et à se relier quelque part à son âme, ou au moins un petit bout. On ne pas se mettre trop de pression et trop d'objectifs, mais c'est vraiment ça. Et avec l'hypnose, on peut effectivement rejoindre l'âme de plusieurs manières. Il y a la notion des régressions dans les vies passées. Ça, on peut très bien le faire en hypnose. Donc du coup, là, on est vraiment en connexion avec son âme, avec des incarnations précédentes. Après, que ce soit vrai ou que ce soit des faux souvenirs, on s'en tape un peu parce que on peut rien créer qui n'a pas du sens pour soi. Donc, voilà, on fera peut-être une fois une soirée sur la réincarnation. Je crois que je l'avais déjà promis une fois, mais je ne l'ai pas encore mis en place.
Les régressions, si, on a parlé, on en a fait un café hypnose sur les régressions, il me semble. Je ne sais plus, j'en ai fait tellement. Mais bref, tu voulais dire? Sur la réincarnation, oui, mais pas sur les régressions. Oui, d'accord. Sur la réincarnation, on avait fait quelque chose, effectivement. On a déjà parlé de ça, mais les régressions sont donc, c'est donc simplement des méthodes hypnotiques que ce serait un peu long de développer ici, mais qui sont très très efficaces, qui permettent simplement de se rappeler d'un événement similaire antérieur. C'est très simple en fait. Dit en 2 mots, tu penses à une émotion qui est maintenant, hein, on part toujours d'une émotion, d'un événement qui est pas très agréable. Maintenant, rappelle-toi d'un événement similaire antérieur, tu te rappelles d'un truc qui a eu lieu il y a 10 ans ou il y a 20 ans, rappelle-toi d'un événement similaire antérieur, tu te rappelles quand tu étais petite fille ou petit garçon, rappelle-toi d'un événement similaire antérieur, tout d'un coup, là, ça se brouille un peu. Tu peux te trouver dans le ventre de ta maman, c'est déjà arrivé, rappelle-toi d'un événement similaire antérieur, et boum, tu te retrouves dans une autre vie. Parce que tu suis une même émotion, en fait. Hein? Donc on a un fil rouge. On part pas en régression comme ça... au petit bonheur la chance, en disant on prend un ticket, on va pas faire du tourisme régressif, du tourisme dans les vies antérieures, on va régler des choses. Donc on part de l'idée que quelque chose s'est passé, quelque chose a été vécu ou ressenti, c'est perpétué au fil du temps et demeure comme un résidu, comme un ectoplasme en fait aujourd'hui. Alors que ça n'est plus là depuis longtemps, mais il y a la trace qui continue à pourrir la vie. Alors, on peut parler de régression de vie antérieure. Les gens qui n'aiment pas l'idée de la vie antérieure, on peut parler de mémoire cellulaire, qu'on aurait pu hériter d'un père, d'un grand-père, d'un aïeul, même très lointain, à travers les cellules, voilà. Donc il y en a pour tous les goûts. Moi, je suis pas là pour rajouter des considérations, chacun prend la responsabilité de ses croyances, mais il y a justement la conscience, c'est de porter un regard lucide, alors le plus lucide possible sur toutes ces possibilités, d'augmenter les possibles, et en fonction des possibles et de ses propres valeurs, de son ressenti, on va porter notre libre arbitre pour décider de ce qu'on croit. Sachant qu'on peut en changer. Je ne crois pas la même chose qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans, je ne croirais plus la même chose. Ça ne veut pas dire que je vais changer du tout au tout. C'est un processus. Mais j'ai le choix. Le choix qui est basé sur ma conscience. Plus je vais avancer, plus je vais continuer à étudier, à lire, à vivre, à être intensément dans mes expériences, plus ma conscience va se développer. Elle va porter un regard de plus en plus lucide. Et donc peut-être qu'elle va me dire, ok Philippe, ce que tu pensais en 2022, eh ben c'était pas mal, mais tu savais pas ça. Et donc 10 ans plus tard, ben, j'ai découvert un truc que je connaissais pas et qui m'ouvre un champ des possibles. Donc la liberté, c'est de choisir ce qui est bon pour soi, ce qui me rend la vie belle en fait, en tenant compte de mes connaissances d'aujourd'hui, des conditionnements qui ont été en place jusqu'à aujourd'hui. Et la thérapie, en fait, quelle qu'elle soit, ne rend pas libre, fondamentalement, mais elle ajoute de nouveaux conditionnements qu'on a préalablement choisis, où elle vient modifier des conditionnements anciens qu'on sent qui ne sont plus valables ou qui ne sont plus bénéfiques pour soi. Et donc, c'est ça qui se passe en thérapie. Les gens, ils viennent au cabinet et puis ils disent « mais moi j'ai un problème avec ça ». Ok, ils m'expliquent en quelques mots leur problème. En fait, ce que moi je capte, c'est leur conditionnement. C'est de quel conditionnement ils veulent sortir. Quel est le conditionnement qui doit être réécrit, ou qui y a peut-être un trauma ou une émotion, une pulsion, qui doit être guérie, qui doit être aplanie, libérée, désamorcée. Ou alors, si la personne elle est plutôt sur un objectif, quelle croyance, quel conditionnement on peut ajouter dans sa structure pour qu'elle y aille facilement.
Ça, c'est la thérapie. En fait, c'est ça qu'on fait. Et c'est là-dessus que je voulais un peu vous donner ma perception. On a encore un petit peu de temps, il est 8h10, on a encore 20 minutes. Donc j'aimerais vous inviter à encore une petite expérience, si vous voulez bien. Quand je dis petite, ça veut dire courte, ça ne veut pas dire d'un petit intérêt ou impact. Et donc, à la personne qui est en ligne, comme à toi, je vais vous inviter, comme tout à l'heure, et ça va aller plus profond et beaucoup plus rapide, puisque vous l'avez déjà fait juste avant, de prendre une grande inspiration, et à l'expiration, laissez votre corps se relâcher. Et ne faites rien d'autre que ressentir le corps qui se pose. Portez votre attention sur la position de vos mains, là où elles sont déposées, et du poids de chacune de ces mains. Pensez à ces mains telles qu'elles sont aujourd'hui. Pensez à tout ce que ces mains sont capables de faire. Tout ce qu'elles ont fait aujourd'hui dans cette seule petite journée qui vient de passer. Et imaginez, avec les yeux clos derrière, dans votre regard intérieur, que vous regardez ces mains telles qu'elles sont aujourd'hui, avec l'âge qu'elles ont, avec tout le travail qu'elles ont accompli. Et peu à peu, imaginez que ces mains rajeunissent. Peut-être les mains d'il y a 10 ans, ou les mains d'il y a 20 ans, ou peut-être les mains que vous aviez quand vous étiez ado. Imaginez tout ce que ces mains faisaient à l'époque. Pourtant, peut-être avec beaucoup moins d'expérience. Des mains qui étaient en train d'explorer le monde, de chercher à comprendre, des mains qui essayaient d'attraper les choses, d'avoir des choses, de palper, de caresser, de toucher, de ressentir. Des mains d'ados qui découvrent le monde. Et vous ressentez dans ces mains tout ce que cela évoque pour vous de bon, de beau, de merveilleux. Et peut-être que vous pouvez continuer à laisser ces mains remonter dans le temps et retrouver les mains d'enfants, vos mains de petites filles ou de petits garçons. Ce que vous faisiez avec, peut-être dessiner, peut-être chanter, peut-être danser en bougeant les doigts, peut-être faire des bricolages ou manger des gâteaux au chocolat. Tout ce que ces mains exploraient, cherchaient, tout ce que ces mains découvraient et vous permettaient de ressentir de beau, de bon, de délicieux, d'agréable, qui vous accompagne encore aujourd'hui. Et peut-être même que ces mains, vous pouvez les laisser rajeunir encore, pour les découvrir comme la première fois que vous les avez vues quand vous étiez dans votre berceau. Comme des choses étranges, à la fois hors de vous et en même temps vous. C'était bizarre. Et vous bougiez les doigts, comme si vous étiez en train d'essayer d'attraper l'espace qui vous entoure, à être. Ou à resserrer les doigts, pour ressentir cette petite force intérieure dans votre corps de nouveau-né. Et peut-être, si vous laissez rajeunir ces mains encore, que vous les laissez remonter dans le passé, peut-être dans un lointain passé, dans une vie antérieure, vous découvrez des mains qui étaient à vous et qui ne ressemblent en rien à celles que vous connaissez.
des mains qui font des belles choses, d'une belle incarnation, où vous avez réussi à être qui vous êtes, à être simplement là, voilà, à laisser les choses se faire, à laisser les mains travailler, aimer, partager, cuisiner peut-être, ou créer, dans un autre espace, que ces mains vous ramènent, comme si vous étiez en train de récupérer, de télécharger des ressources profondes, des beautés, des connaissances et la conscience d'un autre temps, jusqu'ici et maintenant. Combien de vies à travers ses mains, combien d'expériences, combien d'amour, combien de beauté ont été portées grâce à vous, grâce à elle, et toutes les sensations que cela vous permet aujourd'hui, lorsque vous revenez dans cette vie, et que vous remontez le temps, ou plutôt que vous le parcourez pour revenir en 2022, à travers les vies, à travers les âges, à travers vos âges, de l'enfant jusqu'à l'adulte, jusqu'à ces mains là où elles sont déposées en cet instant, comme si vous rameniez à travers ces mains peut-être un frisson, une vibration, une lumière, une couleur, une sensation de tout ce que vous avez fait depuis le début des temps. À travers l'espace, se rappeler, ressentir et rapporter avec vous. Tout votre univers. Tout l'univers. Et quand vous sentez que l'univers est réuni entre vos mains, dans vos mains, laissez vos doigts faire ce qu'ils ont envie, comme si vous étiez en train de modeler tout cela, de le transformer pour le mettre à l'intérieur de vous, dans le corps, et récupérer toute la beauté qui vous appartient depuis toujours. Tout l'amour partagé, toutes les couleurs et toute la joie. Qui viennent remplir votre espace. Voilà. Et pour terminer, vous pouvez laisser les mains retrouver un espace de repos, de détente, de complète résolution, et sentir que votre corps se redresse, se dynamise, prend plaisir à être rempli de tout cela, et vous prenez quelques bonnes respirations, et à la troisième respiration, vous revenez ici et maintenant.
Très bien. Super. Bienvenue de retour. Encore une fois, la personne qui est en ligne peut ouvrir son micro s'il a envie de témoigner ou même sa caméra. C'est à votre bon plaisir. Et puis, voilà une autre expérience. Tu as envie de dire quelque chose? J'arrive pas à formuler. Ok. Voilà. J'arrive pas à mettre des mots sur tout ce que j'ai touché. Voilà, c'est ça. Durant Ouais. ce petit voyage. Merci, c'est super. On n'arrive pas à mettre des mots, tu n'arrives pas à mettre des mots et c'est très difficile et c'est même inutile de mettre des mots sur tout ce que tu as pu toucher à travers cette expérience. Effectivement, ça c'est aussi un joli exemple d'hypnose où, même si j'ai donné des suggestions d'âge ou de recul comme ça, c'était orienté suffisamment assez vague pour que chacun puisse faire son parcours à sa manière. Alors, je ne sais pas du tout en face, c'est la personne qui est en face, si c'est un homme ou une femme, quel âge, etc. Aucune idée. Donc, ça n'a pas d'importance, parce que le discours hypnotique est construit de manière vague, surtout quand on travaille en groupe comme ça, pour guider chacun à sa façon. Et chaque personne va faire une expérience complètement différente, mais en utilisant ce qu'on pourrait appeler un médium, comme une boule de cristal pour un voyant extralucide. Eh bien, vous avez fait votre expérience à travers les mains. Hein? Comment ces mains se transforment et qu'est-ce que ça évoque? Alors, ça peut évoquer des images chez certains qui font facilement des images, chez d'autres, il n'y a pas d'image, c'est ok. C'est peut-être juste une sensation, juste une impression, juste une espèce de rêverie qui permet au subconscient de faire des choses. Et généralement, enfin non, il n'y a pas de généralité. Des fois, le subconscient utilise des images et des fois, la personne, elle n'a rien vu, justement parce que ça se fait très profondément. Et ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des images, c'est moins profond. Il n'y a vraiment pas de règle. Chaque personne a sa propre expérience. Voyez comment ça vous fait du bien, surtout c'est ça. Et donc, je vais terminer là-dessus en vous racontant juste une petite chose que j'ai vécue récemment. J'ai fait une expérience de retrait total durant laquelle j'ai passé 3 jours et 3 nuits en méditation. Donc ça fait quoi? 72 heures, je crois. Et c'est assez long quand même, hein? Mais c'était très intéressant d'observer déjà qu'il a fallu à peu près 24 heures pour que mes pensées se taisent et laisser l'espace au vide, le vide mental, qui permet de ressentir plutôt que de penser. Et j'ai eu une foule d'intuitions, d'inspiration, de choses qui étaient créées, j'avais l'impression, du fond de moi, et notamment ce que j'ai envie de vous partager, une sorte de vision, une vision d'une sorte de magma cosmique, de pelote, pas une pelote, non, une pelote c'est pas juste, une sorte de nuage comme ça, qui fourmille d'informations, dans un endroit très réduit, et dans lequel il y avait tout. Hors du temps, hors matière, hors espace. Toutes les informations, toutes les personnes, toutes les expériences, les agréables, les désagréables, tout était là-dedans. Et j'ai été traversé par une immense tristesse, parce qu'il y avait beaucoup de souffrance, mais en même temps, assez rapidement, une sorte de paix qui s'est installée, en disant, mais c'est. Pas c'est bien ou c'est mal, c'est. C'est le magma cosmique. Et il y a aussi beaucoup de lumière et beaucoup de belles choses. Et donc, j'ai fait une expérience extrêmement paisible, sereine, de cette espèce de
pof, bah, ce que j'appelle le magma cosmique, je ne sais pas comment l'appeler autrement, comme une espèce de concentré, comme si tout le cosmos avait été juste à un endroit à ce moment-là. Et de pouvoir contempler ça, sans dualité, sans jugement, sans conditionnement, juste voir que c'est, et être dans cet état de contemplation, comme on peut parfois contempler, se laisser charmer par une fleur au bord du chemin. On ne sait pas pourquoi on tombe en contemplation devant un truc aussi naturel et simple qu'une fleur. On ne sait pas pourquoi on s'ébahit de beauté face à un coucher de soleil alors qu'on en a vu des centaines. Oui. C'est chaque fois aussi beau, ça vient nous toucher. Et ça, cette beauté, c'est probablement l'effet de la conscience. Cette conscience dont on a parlé, cette conscience qui nous donne la liberté, au-delà de nos conditionnements. Et voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Même si on était très peu nombreux, il y aura une vidéo, et j'espère que que ça intéressera d'autres gens. Enfin, si ce n'est pas le cas, ça n'a aucune importance. On a passé un bon moment, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter ça. Toujours à l'autre bout de la ligne, j'ai juste un numéro, donc il n'y a même pas de nom. La personne est peut-être encore là ou peut-être déjà partie sans éteindre son ordinateur. C'est le grand mystère, c'est le magma cosmique, ça n'a aucune importance. C'était un très joli moment d'être avec toi, Suzanne, d'être avec vous en ligne, et ça sera, je pense, intéressant d'avoir d'autres réactions quand je publierai cette vidéo sur YouTube. C'était l'avant-dernier Café Hypnose. Le prochain aura lieu le 7 juin, dans un peu plus d'un... Enfin, c'est le premier mardi du mois, de toute façon, donc ça tombe le 7 juin, un mardi, et ça s'appelle « Changer d'habitude, c'est changer de vie ». Et là, on sera dans quelque chose de beaucoup plus pratique, comment on applique finalement ce libre arbitre dont on a parlé aujourd'hui pour aller de l'avant et créer la vie qu'on a envie d'avoir, dans les mesures du possible. Merci beaucoup. Ouais, merci d'avoir été là, Suzanne, ici présente. Merci d'avoir été là en ligne. C'était un plaisir de vous avoir, même si c'était voilà, un tout petit comité, et c'est aussi chouette d'être un petit comité. Ça a tout son sens pour moi en tout cas, et je me réjouis de vous revoir au prochain Café Hypnose, qui sera le dernier, ou alors aux nouvelles éditions que je vais faire, une nouvelle formule dont vous pouvez vous réjouir.